Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 heures. Et alors, je pense qu'on va commencer par respect pour ceux qui se sont joints à nous à l'heure. Euh, Géraldine va continuer à admettre les personnes qui veulent entrer. Et puis, je vous demanderai, si ce n'est pas déjà fait, de placer votre microphone en sourdine, juste pour éviter les bruits de fond, les enfants qui pleurent, les chiens qui aboient. Pour la période de questions, vous allez sûrement pouvoir facilement rallumer votre micro ou encore utiliser la fonction chat pour poser des questions. Donc, au nom des affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre série de webinaires, le premier de 2021. Et ce soir, j'ai décidé de vous présenter un petit peu le sujet quoi de neuf en lipidologie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé spécifiquement des lipides. On a parlé beaucoup de maladies infectieuses, bien sûr. On a parlé de maladies courantes comme le diabète. La dernière fois, on avait parlé des allergies. Mais il y avait quand même des nouveautés dans le traitement des lipides. On a parlé des inhibiteurs de la PCSK9 la dernière fois. On va y revenir un peu. Mais on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé dans le paysage des lipides l'an dernier. Puis je tenais à vous parler de ce qui est de neuf, en fait, en lipidologie. Donc, mon nom est Denis Choret, je suis interniste à l'hôpital Montfort, je suis professeur agrégé à la faculté de médecine et je suis en charge du bureau de la formation médicale continue. Donc, on va parler lipides, mais au bout du compte, on va parler patient aussi. Donc, on a un patient ici que vous avez sûrement dans votre pratique, ceux qui font de la médecine familiale. Hein? Donc, un patient qui ressemble à ça. En fait, ça, c'est ce qu'il fait dans votre salle d'attente. Lorsqu'on le questionne davantage, on s'aperçoit qu'il souffre d'hyperlipidémie, qu'il souffre d'hypertension, qu'il souffre de diabète type 2 et en plus, il est fumeur. Donc, un patient multirisque. Puis le patient vous dit, ben, docteur, moi, je vais prendre un seul médicament. Le reste, je vais essayer de le faire naturellement. Donc, si j'avais une question à vous poser, laquelle pilule choisiriez-vous pour faire une différence? Et en fait, on a posé la question, on a regardé les résultats, et le facteur le plus important, c'était en fait le cholestérol LDL. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec le LDL, on est prédisposé génétiquement. Et même si on devient végétarien, on va diminuer le LDL d'à peu près 20% au maximum. Donc, lorsqu'on utilise des statines, des agents, ce qu'on va chercher, c'est 50%, 70%. Alors, j'essaie toujours d'expliquer aux patients que je n'ai pas le choix d'un médicament. C'est une des rares conditions où le non pharmacologique est beaucoup moins efficace que le pharmacologique. Et dans le cas de l'étude UKPDS chez les diabétiques, c'était le facteur le plus important pour la prédiction d'infarctus du myocarde. Donc, on va revoir un petit peu les lignes directrices. Ils ne sont pas récentes, je suis d'accord. Ils ont été publiés en 2016 la dernière fois. On va regarder un peu les nouveautés. Puis je vais partager avec vous des trucs que j'utilise dans ma pratique lorsque le but est d'atteindre les cibles. Puis évidemment, on va parler effets secondaires également de la médication. Donc, c'est pour ouvrir la porte un peu. Hein. Donc, cette petite photo-là vous montre que si on prend taux d'oméga 3, il y a un risque. Et oui, ce soir, on va parler poisson, huile de poisson, parce que ça revient à la mode. Puis je vais vous dire pourquoi. Donc, les objectifs ce soir, on va parler des cibles appropriées selon la condition médicale. Donc, vraiment l'emphase sur la prévention secondaire. Prévention primaire, parfois, mais vous allez voir que c'est surtout chez le patient avec multiples facteurs de risque ou que déjà une maladie vasculaire, c'est lui vraiment qu'il faut cibler. On va parler également du rôle des triglycérides. On va les revisiter. Parce que vous savez que les triglycérides, ça augmente le risque cardiovasculaire, mais jusqu'à tout récemment, on n'avait absolument rien qui fonctionnait, qui avait un impact cardiovasculaire. Les fibrates avaient été étudiés, mais ça ne diminuait pas le risque cardiovasculaire. Donc, on va regarder ce qui est nouveau à ce chapitre. Puis, on va parler des nouveaux traitements disponibles. Donc, oui, on va parler statine, on va parler ézetimibe, on va regarder les inhibiteurs PCSK9, mais on va parler également des nouveautés dans le traitement des lipides en 2021. Donc, voici ma divulgation. Je vous rappelle que je suis un salarié de l'Université d'Ottawa, donc je n'ai aucun honoraire, aucune commandite pour cette activité. Donc, on a deux patients ici, patients que vous allez reconnaître probablement dans votre pratique. Michelle est une femme de 67 ans ici avec plusieurs facteurs de risque, comme vous voyez, puis elle a déjà une maladie coronarienne. Donc, Michelle est une patiente qu'on appelle en prévention secondaire. Il y a déjà eu un événement, puis on sait que son risque d'en avoir un autre est extrêmement élevé.
Donc, on voit qu'elle est déjà sous statine à 40, qu'elle a un bon LDL, mais malgré tout, son risque demeure élevé. Puis je vais vous expliquer pourquoi son risque demeure élevé à la lumière des études qui ont été présentées auparavant. Donc, Michel est un cas de prévention secondaire, alors que Eric, ici, est un cas de diabète type 2. Puis, diabète type 2, c'est un facteur de risque extrêmement important pour le développement de la maladie vasculaire. Alors, on sait que 2 tiers des patients avec diabète vont décéder de cause cardiaque ou d'AVC. Et on va voir que spécifiquement dans les études qu'on va voir ce soir, il y a toujours un avantage à traiter les lipides chez un patient avec diabète type 2. Lorsqu'on a un diabète et qu'on a des LDL élevés, on s'est aperçu que les LDL étaient plus hétérogéniques, donc étaient plus à risque de causer un événement. Donc, on pense que c'est un lien peut-être entre la molécule LDL, la glycémie élevée, et ça fait un beau cocktail nocif pour les artères. Donc, on va voir un petit peu comment on aborde, que disent les lignes directrices et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le risque chez un patient comme Eric ou chez un patient qui a déjà une maladie cardiovasculaire. Donc, le LDL, hein? Donc, encore une fois, s'il y en a un qui est important dans le cholestérol, c'est le LDL. Et on va voir pourquoi le LDL. Le HDL est important aussi, mais pour l'instant, on n'a pas de bons outils pour faire monter le HDL au niveau pharmacologique. Le non pharmacologique fait monter le HDL. La perte de poids, l'activité physique va avoir un impact sur le HDL. Mais lui aussi, on est souvent prédisposé génétiquement. Donc, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, HDL bas, triglycérides élevés, obésité, ça a souvent une grosse connotation qui est génétique. Donc, parlons cholestérol et voyons des publicités des années 50. J'aime beaucoup celle-là ici. Hein? On dit au petit gars, mange le plus de beurre possible, tu vas bien lubrifier tes artères et tes veines. Ou cette famille-là qui est tellement heureuse parce qu'elle mange du gras. Alors, c'est un petit peu le message qu'on a envoyé dans les années 50. Puis après ça, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Donc, on a eu l'opinion du cholestérol en disant que finalement, si on avait eu la chance d'abaisser le cholestérol, on ne serait peut-être pas sur une table de métal présentement. C'est sûr que l'emphase était beaucoup sur le gras. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont mangé plus de carbohydrates. Puis évidemment, ils ont développé le diabète. Fait que c'est pas facile de dire à un patient, mange pas de sel, mange pas de gras, mange pas de sucre, mais tout est une question de modération. Et dans le cas du cholestérol, on va voir que la pharmaco a plus d'importance que le non-pharmaco. Donc, l'histoire du cholestérol est quand même assez intéressante. Hein? Depuis 1760 qu'on le connaît. Le mot cholestérol vient des calculs biliaires, hein? Donc le col qui veut dire la bile, puis stéréos solide. Et c'est en 1913, il y a plus de 100 ans, qu'on s'est aperçu que si le LDL était élevé, il y avait un risque d'athérosclérose. Le prix Nobel de 85 a été donné aux personnes qui ont découvert le récepteur de la LDL. Et on va voir que le récepteur de LDL est primordial, ce qui nous détermine si on est capable de le nettoyer ou encore de l'accumuler. Et dans le cas du récepteur PCSK9, on va voir exactement que ça agit sur le récepteur. Première statine, ça fait 33 ans. Et pour la première fois en 1994, l'étude COTE-S a démontré que les statines pouvaient réduire la mortalité. Et par la suite, 2015, les injectables sont arrivés, anticorps monoclonaux, qui ont eu un impact, mais pas pour diminuer la mortalité. Donc, le message, le seul médicament présentement qui diminue la mortalité pour ce qui est du LDL, ce sont encore les statines. Et si vous voulez aller plus loin, c'est le simvastatine, dans le fond, qui a démontré une réduction de la mortalité. Mais on va voir qu'il y a quand même des avantages aux autres agents aussi. Ce qu'on sait dans l'étude MR-FIT, c'est qu'à chaque fois que votre taux de cholestérol augmente, votre risque de coronaropathie augmente. Et j'explique ça aux patients comme le bon et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, le HDL, nettoie les artères, le LDL les remplit et produit la plaque qui éventuellement peut fissurer et causer un événement thrombotique, AVC, infarctus, angine, etc. Donc ça, on le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans les études, lorsqu'on regarde plusieurs sujets, ce sont toujours ces 3 facteurs-là qui reviennent. Et c'est pour ça que dans les lignes directrices canadiennes, on vous dit le LDL, c'est important,
Le non-HDL est un paramètre qui est presque aussi bon et l'ApoB également aussi. Donc, classiquement, je pense qu'on continue à vérifier le bilan lipidique. On ne changera pas. On n'a pas besoin de faire un test à jeun pour ce qui est du LDL. Donc, les patients aiment ça. Quand je leur dis pas à jeun, fais ton hémoglobine A1C, fais ton LDL, vérifie ta microalbuminurie. On n'a pas besoin d'être à jeun. Parce que souvent, pour les personnes plus âgées qui prennent la médication, être à jeun un matin puis attendre 2 heures au laboratoire, ce n'est pas toujours pratique. Donc, c'est pour ça que le LDL est vraiment la cible à atteindre, mais on va voir que le risque continue même si le LDL est atteint. Puis on va voir comment on peut changer ça avec les nouveaux agents. Ce que vous remarquez dans le tableau ici, c'est qu'on gagne beaucoup plus à traiter en prévention secondaire qu'en primaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter la prévention primaire, mais le patient à faible risque n'a pas besoin d'un traitement. Il faudra traiter à peu près 1000, 2000 patients pour prévenir un événement chez le patient à faible risque. Mais c'est une erreur de ne pas bien traiter le patient en prévention secondaire. Et dans le cas du diabète, particulièrement, 29 patients à traiter pour prévenir un infarctus. Donc, l'impact sera toujours plus grand en prévention secondaire qu'en prévention primaire. Donc, idéalement, on va baisser le LDL, puis jusqu'à tout récemment, on s'était dit, c'est pas le LDL ce qui fonctionne, c'est la statine. Donc, on s'était dit, c'est la façon d'abaisser le LDL qui compte, jusqu'à ce qu'une étude vienne changer ça. Avec Improve It, on avait une statine et on avait un groupe statine-ézétimib. L'ézétimib, comme vous savez, le ézetrol, diminue le cholestérol d'à peu près 15-20 % de LDL en diminuant l'absorption de LDL. Mais on s'est aperçu que peu importe le moyen, plus on allait bas au niveau des LDL et plus on prévenait des événements. Donc, oui, la statine est importante, elle diminue la mortalité, mais les agents que vous allez utiliser n'ont pas nécessairement d'importance. Le but, c'est d'abaisser le LDL, d'atteindre les cibles, et ça, peu importe la façon. Donc, ça ouvre la porte aux gens qui ne tolèrent absolument pas les statines. On va parler cocktails différents un peu, mais si vous ne pouvez pas avoir une statine, si le patient a des myalgies incroyables, il y a quand même des alternatives au traitement, puis on va voir ces alternatives-là. Puis je vais partager avec vous des perles cliniques sur les fameuses personnes qui sont intolérantes aux statines. Donc, abaisser le LDL, peu importe la façon, ça a un impact significatif pour la prévention d'événements chez nos patients. Donc, c'est quoi les défis présentement? Bien, l'écart thérapeutique, c'est ce qu'on devrait faire, puis ce que nous faisons. Ce qu'on appelle l'inertie clinique. Puis c'est vraiment pas un reproche qu'on fait. Et j'ai extrêmement beaucoup de respect pour les médecins de famille. Vous imaginez le patient qui vient me voir avec 20 problèmes, dont les premiers sont psychologiques, les deuxièmes sont sociaux, les troisièmes sont musculo-squelettiques. Bien, c'est gênant parfois de dire, ah, en passant ton cholestérol, voici une statine, je te rajoute une 20e pilule. Donc, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on est là, nous, les spécialistes, des fois, pour voir juste l'aspect du diabète et dire, peut-être une statine serait importante ici. Donc, idéalement, dans un monde idéal, on appliquerait toutes les lignes directrices, mais il y a toutes sortes de conditions qui font en sorte que des fois, ce n'est pas possible. Alors, que disent les lignes directrices? Ça vient directement des lignes directrices 2016, la dernière fois qui ont été publiées au Canada. Bien, on recommande un dépistage universel chez les hommes et les femmes de plus de 40 ans. On veut vraiment, chez ces personnes-là, identifier l'hyperlipidémie familiale. Donc, quand le LDL dépasse 5 chez une personne asymptomatique, on va voir qu'une indication de traiter. Par contre, si vous appartenez à la colonne de droite ici et que vous avez des risques encore plus importants, bien là, on peut le détecter beaucoup plus tôt. Il n'y a pas de problème à traiter un patient à risque s'il a 30 ans, 35 ans, surtout s'il appartient à un groupe ici. Et particulièrement les antécédents familiaux. Si vous voyez une personne de 30 ans dont le père est décédé à 50 ans d'un infarctus, bien, c'est sûr que j'aurais tendance à être beaucoup plus agressif et à le dépister plus rapidement pour essayer de l'aider à ce moment-là. Donc, dépistage universel à gauche, dépistage plus ciblé, peu importe l'âge, si vous appartenez à une des catégories de droite ici. Mais particulièrement les statines. Pour lesquelles sont-elles indiquées? Bien, en fait, dès qu'une maladie vasculaire,
Dès qu'il y a de l'athérosclérose, les AVC, les infarctus, les angines, les anévrismes de la aorte, la néphropathie chronique, parce qu'il ne faut pas oublier que le rein est un gros vaisseau. Et si on commence à faire l'insuffisance rénale, puis plein de microalbuminurie, pour moi, c'est une maladie vasculaire. Puis évidemment, le diabète. Puis on va voir le diabète, 40 ans, diabète type 2 égale statine sans exception. Donc, on va voir que ce n'est pas souvent fait. Très souvent, c'est moi, la clinique de diabète, qui va l'ajouter. Il y a cette espèce de truc qui dit que le patient est déjà à cible de toute façon. Mais n'oubliez pas que dans ces conditions-là, l'abaissement plus bas va réduire le risque. Alors, quand vous appartenez à une condition à risque très élevé et que votre LDL est déjà à 1,9, vous pourrez vous dire, ah, je suis en bas de 2, ça va bien. Ces patients-là vont bénéficier d'une statine quand même. Donc, 45 ans, diabète, LDL 1,8, statine. Dans l'étude HPS, peu importe d'où vous partiez, tout le monde bénéficiait par la réduction du LDL. LDL supérieur à 5, indication de statine aussi. En primaire, il faut traiter un petit peu plus de patients. Là, c'est vraiment jugement clinique, le score de Framingham. Plus vous accumulez des facteurs de risque, plus une indication. Par contre, on n'a pas besoin de traiter les patients à risque faible. Un patient qui aurait un peu d'hypertension bien contrôlée, puis pas d'autres facteurs de risque, je ne serais pas tendance à traiter. Mais il y aurait des indications très claires ici en jaune, orange, oui, probablement, en vert, pas nécessaire d'avoir une statine ici. Et si on revient à ces groupes-là particulièrement, c'est assez simple. Si vous avez une maladie vasculaire, statine. Anévrisme de la aorte, statine. Diabète, type 2, 40 ans et plus, statine. Néphropathie ou le LDL très élevé. Donc, le but, c'est surtout pas manquer ce groupe-là ici. Si on en oublie dans le risque modéré, le risque est beaucoup moins grand. Mais si on oublie de traiter dans ces conditions-là, là, on augmente le risque pour notre patient. Il est déjà à risque, puis il est encore plus à risque. Puis on va voir qu'il ne faut pas traiter beaucoup de patients pour prévenir un événement. Alors, c'est quoi la cible? C'est facile. C'est toujours soit en bas de 2 ou une réduction de 50%. Donc, si le patient n'est pas en bas de 2, je vise en bas de 2. S'il est déjà en bas de 2, je vais viser 50% de réduction. On ne s'entend pas encore à savoir est-ce que c'est important, c'est la cible finale ou bien c'est la réduction de 50%. Moi, je dis c'est les deux. Dans les statines que j'utilise, je vais toujours chercher 50% de toute façon. Ça, c'est facile. Puis idéalement, je vais me rendre plus bas. Mais si un patient part de 5 et finit à 2,2, il y a quand même son 50%, c'est correct aussi. Donc, c'est toujours votre jugement, à savoir, est-ce que mon risque est élevé, modéré? Est-ce qu'il appartient à une condition en jaune ici qui est encore plus importante? Puis les cibles, c'est toujours la même chose. 50% ou en bas de 2. Puis regardez le nombre de patients traités, 20, 35, 40, c'est vraiment pas beaucoup. Je vous rappelle qu'il faut traiter 800 patients avec hypertension artérielle primaire pour prévenir un événement. Ici, on parle de 20 à 40 patients pour prévenir un événement. Donc, la cible, est-ce qu'elle a de l'importance? C'est une ou l'autre. Puis très souvent, avec ce que je vais vous montrer, dépendant du choix de la statine, vous arrivez aux 50%. Donc, vous allez essayer d'atteindre la cible. Est-ce qu'il y a un niveau de LDL trop bas? Vous avez entendu parler des études peut-être qui démontraient qu'il y a un risque hémorragique. Trop bas, on dirait que c'est indétectable. Mais je pense que quand on arrive à 0,5 de LDL, on est bas. On n'a peut-être pas besoin d'aller plus bas. Mais j'ai aucun problème à avoir des patients à 0,8, 1,0, 1,2. Ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense que le plus bas est le mieux. Il ne faut pas exagérer quand même. On ne veut pas un LDL indétectable. On sait que le LDL n'est pas le seul facteur sur le plan vasculaire. Mais pour ce qui est de la cible, c'est toujours en bas de 2 ou 50%. Donc, j'insiste vraiment sur les groupes en jaune ici. Parce que selon les études, ce n'est pas toujours fait. Je vais vous montrer des statistiques, puis je vais vous dire quand même que ça s'est amélioré. Donc, chez les patients à risque élevé qui avaient besoin des statines, ça, c'est des études quand même qui datent de quelques années, 45% n'étaient pas à cible. Puis chez le diabète, c'était 43% qui n'étaient pas à cible. Donc, parfois, on utilise une statine pour baisser un peu. Je suis d'accord avec vous que des patients qui vont être intolérants, qui ne seront pas capables d'avoir des fortes doses de statine. Mais lorsqu'on voit un patient diabète qui n'a pas de statine, à ce moment-là, on s'inquiète un peu et ça peut être une erreur.
Donc, c'est une étude qui s'appelait DMSCAN qui avait été faite au Canada. Seulement 43 des patients, 57 des patients étaient à cible. Donc, certains se retrouvaient à 3,5, à 3, 2,4 et plus élevés. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez 29 patients diabétiques à traiter pour atteindre la cible, pour prévenir un événement. Donc, ce n'est pas beaucoup. Puis, je pense que ça se pose pour la question 42 ans, diabète égale statine. Les patients comprennent, surtout si on leur explique que le but, c'est de diminuer le risque d'événement et leur explique que leur LDL, juste parce qu'ils sont diabétiques, il est beaucoup plus hétérogénique que s'ils étaient non diabétiques. Donc, il y a des obstacles. Puis je suis d'accord avec vous, dans le meilleur des mondes, tout le monde prendrait les statines forte dose, puis on diminuerait la mortalité, puis ça coûterait moins cher. Par contre, il y a de la méfiance sur la médication, il y a des effets secondaires, il y a des patients qui sont polypharmacie, puis souvent, ben, la statine passe vraiment après. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir ces obstacles-là dans une pratique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une étude qui avait été faite qui disait que si tout le monde pouvait prendre aspirine, ISCA et statine, parce qu'on parle de la polypile, hein, ben en fait, on réduirait environ 143 000 décès ou événements là-dessus. Donc, ces médicaments-là ont fait leur preuve. On parle d'aspirine vraiment en prévention secondaire, hein, pas en primaire, parce que même lorsqu'il y a un diabète, il n'est pas recommandé de mettre tous les patients diabétiques sous aspirine. C'est vraiment votre jugement qui va déterminer si ça vaut la peine ou non. Donc, 3 agents, on préviendrait 143 000 décès, infarctus ou AVC. Donc, il y a souvent des patients qui n'atteignent pas leur cible à cause d'intolérance. Hein. Et vous avez sûrement beaucoup de patients qui présentent des myalgies. Vous commencez une petite dose de statine, ils vous disent j'ai des douleurs musculaires incroyables. Vous faites les CK, elles sont normales. Donc vous dites il n'y aura pas d'abdomyolyse, il n'y a pas de myosite, je ne comprends pas. Vous enlevez la statine, le patient va bien. On sait maintenant qu'il y a des changements microscopiques au niveau de la cellule musculaire. Donc, il est possible que la statine cause des problèmes micro-inflammatoires. Donc, c'est réel, l'hémialgie. Par contre, avec les alternatives ou avec le choix, bien, parfois, on peut aller un petit peu de côté, puis quand même prescrire quelque chose, même si il y a des effets secondaires. Donc, plus la statine, elle est forte, plus il y a des effets secondaires. Vous avez remarqué que la fluvastatine, ici, l'escol, est celle qui en donne le moins. Et la raison, c'est que la fluvastatine a un métabolisme hépatique à 100 Il n'y a pas d'accumulation musculaire. Fait que de toutes les statines, c'est vraiment celle qui est le mieux pour les patients qui ont des myalgies. Mais on va voir qu'en termes de réduction, ce n'est pas toujours pareil. Donc, oui, les myalgies, la rhabdomyolyse aux statines est extrêmement rare. On sait que c'est microscopique. Par contre, on peut jouer parfois puis changer les choses pour améliorer. Et évidemment, il y a d'autres choses. Moi, j'ai des patients qui n'ont jamais réussi à prendre même une statine une fois par semaine. Quand je vais avec les étimibes, on va chercher 20 Quand on va avec le Lodalis, le Colésévélam, on va chercher 20 Donc, ça fait les deux ensemble 40 sans statine. La niacine, je pense qu'on peut l'oublier en 2021. Les fibrates en protection vasculaire, on peut les oublier. On va parler de fibrates un peu, mais on va voir que c'est pour prévenir la pancréatite. C'est certainement pas pour protéger les vaisseaux. Puis la coenzyme Q10 avec la statine, la moitié des patients disent ça marche, l'autre ça ne marche pas. C'est probablement l'effet placebo en passant. Mais si vous y croyez, ben, ça va peut-être marcher. Mais dans les études, ce n'était pas vraiment efficace pour réduire les myalgies, bien que certains patients y croient, et des fois ça va fonctionner, mais on n'a pas d'évidence claire pour le prouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les patients intolérants aux statines? Ben, voici des trucs. Si vous utilisez une petite dose de rosuvastatin, de Crestor 10 par semaine, vous allez chercher 12 Donc, imaginez la statine une fois par semaine, Isétrol et puis l'Odalis, c'est 50 Encore mieux, 40 mg de Crestor, grosse dose, une fois par semaine, 25 Là, ça commence à être intéressant. C'est sûr que si le patient, ça y prend une semaine à s'en remettre, c'est pas drôle, mais il y a des patients qui tolèrent bien une fois par semaine. C'est l'accumulation à tous les jours qui cause des myalgies. Fluvastatin 80, pas d'effet musculaire. C'est le plus efficace au niveau hépatique, donc pas d'accumulation. Il va vous chercher 33 à tous les jours. Mais là, le patient va vous dire, moi, je veux le traiter de façon naturelle. Donc,
perdre du poids, changer sa diète, 15 à 20 de réduction. Donc, ça peut aider. Les huiles de poisson, puis on va en parler, il y a des effets bénéfiques, mais pas nécessairement reliés au LDL. Puis on va voir effectivement que les huiles de poisson, dans ce qu'on va décrire ce soir, c'est surtout sur les triglycérides. Le riz rouge fermenté est un statine naturel. Le problème, c'est la qualité du produit. Donc, certains vont trouver ça dans les épiceries chinoises. C'est vrai que ça abaisse le LDL, mais c'est extrêmement variable. Ça peut aller de 2 à 12 Les stérols végétaux, la margarine, là, qui est bonne pour le cœur, ben, ça réduit le LDL, mais on n'a pas vraiment d'études. Puis finalement, ben, la diète méditerranéenne, aussi, c'est pas relié au LDL. Donc, possiblement, un aspect HDL et un aspect triglycéride. Donc, si vous trouvez que le patient a besoin d'une statine, pensez une fois par semaine ou pensez fluvastatin. Les produits naturels aident un peu. Donc, si vous allez fluvastatin et manger du poisson et du riz rouge fermenté puis une diète méditerranéenne, oui, il va avoir un impact sur le LDL, notamment parce que vous allez perdre du poids. Mais l'évidence pour ces 4 produits-là, les derniers, est moins forte, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Bien, on a les fameuses statines. Et moi, j'ai tendance à utiliser seulement 2 statines dans ma pratique. J'utilise le rosuvastatin 20 et j'utilise l'atorvastatin 40 ou 80. Pourquoi? Parce que ce sont les doses qui me mènent à 50 de réduction. Donc, c'est assez rare, je vais aller à Simva parce que de toute façon, je ne me rends pas à 50 Fluva, c'est vraiment ma niche pour les myalgies. Mais lorsque vous utilisez Crestor 20, qui est ma recette, puis je n'ai rien à voir avec Crestor, je n'ai pas d'action dans Crestor, c'est simplement que le 20 mg me donne plus de 50 Si vous aimez l'Épitar, atorvastatin, allez avec le 40. Vous allez chercher 50 Alors, la dose de départ vous donne beaucoup. En fait, la dose de départ de la statine vous donne 80 de l'efficacité. Mais dans beaucoup d'études, notamment des études cardiovasculaires, plus on était agressif sur la statine, bien, plus on avait un impact sur la plaque. Donc, plus la réduction elle est forte, plus vous réduisez la plaque au niveau intravasculaire. Et c'est pour ça que souvent, qu'un patient a eu une angioplastie ou qu'il a eu son congé d'études de cardiologie, il va être sur une forte dose de statine. Je vous rappelle que le cardiologue les commence à 80. Il vous demande de gérer les effets secondaires après. Fait que des fois, on n'a pas le choix, on doit réduire, mais c'est pour ça que les ajouts vont vous aider à ce moment-là. Alors, les doses. Puis en termes de d'autres agents, ben, on a les chélateurs. Puis le seul vraiment qui est utile, c'est le Lodalis. L'Odalis va chercher 20 de réduction de LDL. Vous savez que c'est un sachet qu'on peut mélanger avec de l'eau ou du jus. Vous savez qu'il y a un effet sur l'AEC aussi de 0,5 Donc, ça peut être une alternative. Une poche, là, un sachet de l'Odalis peut être utile pour le patient. Ezetimibe, qui est couvert avec un code spécial en Ontario, d'après l'étude de Improve It, avait un avantage aussi. Les fibrates, uniquement pour prévenir la pancréatite. Donc, si vos triglycérides sont supérieurs à 10, vous allez utiliser une fibrate pour réduire le risque de pancréatite. Vous n'avez aucun effet protecteur vasculaire. Il y a de l'aphérèse LDL, un genre de dialyse, c'est vraiment pas pratique. Puis la niacine, mais pour l'instant, on l'oublie. En fait, on voyait peut-être plus de facteurs de risque que la niacine. Donc, la niacine en 2021 n'a toujours pas sa place présentement. Donc, fibrate pour la pancréatite, ézétimide chélateur comme ajout statine ou comme alternative si vraiment les statines ne peuvent pas être utilisées. Et ça, c'est la règle, encore une fois. Hein? Beaucoup de gens pensent qu'en doublant la dose de statine, on va doubler l'effet. C'est 6 dans le fond. À chaque fois que vous doublez la dose de statine, vous allez chercher un 6 de réduction. Donc, c'est juste pour montrer l'exemple que si votre patient n'est pas capable d'aller sur l'Épitar 80, bien, il peut rester à 10 avec les étroles et vous allez avoir le même résultat. Donc, on n'insiste plus. Depuis l'étude Improve It, on n'est plus obligé de dire c'est statine, statine, statine. On sait que si on trouve des alternatives, on va avoir un effet quand même assez marqué pour la réduction du LDL. Puis évidemment, les anticorps monoclonaux. Je vais vous dire, je n'ai pas eu beaucoup de patients dessus. Avec mes petites recettes, je suis quand même assez près des cibles. Je serais ouvert à le prescrire si c'est vraiment nécessaire, mais on dirait que ça n'a pas donné là, dans ma pratique de trouver un candidat. Donc, alirocumab et volocumab, ce sont les 2 anticorps monoclonaux disponibles au Canada, donc des injections aux 2 semaines, etc.,
qui font en sorte de travailler sur le récepteur. Les PCSK9, vous voyez, en bleu, vous avez le sang. On aurait dû le faire rouge, mais il est bleu. Et vous avez le foie ici qui s'occupe du métabolisme du LDL. Donc, quand vous avez cette protéine-là qui s'appelle le PCSK9, je devais dire K9, mais c'est plus facile K9, tout le monde parle de canin. Ce qui se passe, c'est qu'il se crée un complexe avec le LDL, on se lie au récepteur, et là, il y a une gestion qui se crée et on perd le récepteur. Et ce n'est pas bon parce que vous voulez beaucoup de récepteurs pour nettoyer le LDL. Alors, ce qu'un anticorps monoclonal fait, c'est qu'il se lie au PCSK9. À ce moment-là, le complexe fait en sorte que, oui, votre récepteur le capte, mais ça va vous permettre de recycler votre récepteur et d'aller chercher d'autres LDL. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup moins de LDL circulant parce que vous avez plus de récepteurs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça vous permet un service de nettoyage, si on veut. Encore une fois, ici, si vous n'en avez pas, vous vous débarrassez des récepteurs. Donc, vous voyez beaucoup plus de particules. Mais si on recycle les récepteurs, là, à ce moment-là, vous voyez que vous en avez beaucoup plus. Et au niveau du sang, il y a beaucoup moins de particules de LDL à ce moment-là. Est-ce que ça marche? On regarde les études. KS, la première avec simvastatine, est la seule qui réduit la mortalité de 3,2 %. C'était assez extraordinaire en 1994 de dire j'ai une molécule qui diminue la mortalité chez les patients à risque. Donc, ça, c'était. Puis il y a eu d'autres études après. Études qui n'ont pas démontré de réduction de mortalité, mais qui ont démontré une réduction d'AVC, d'infarctus, de revascularisation, etc. Improve It, 2015, ce qui est important, c'est de dire peu importe la façon de baisser le LDL, je suis capable de réduire mes événements sans avoir d'impact sur la mortalité. Les anticorps monoclonaux ont encore réduit les événements, mais vous voyez un petit peu moins sans affecter la mortalité. Puis là, les gens se questionnent. Une molécule qui coûte 15 000 $ par année, qui n'a pas d'impact sur la mortalité, c'est sûr que des fois, on y pense. Mais regardez, même avec les PCSK9, il y a toujours un risque qui persiste. Si on regarde les patients bien traités en vert, ça va. Il y a quand même un gros groupe ici qui a un risque qui persiste. Odyssée, même chose avec alirocumab, une réduction des événements, pas d'impact sur la mortalité et un risque qui persiste. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a eu l'étude Reduce It qui a vraiment été sur la section ici, sur le risque qui persiste. Tout d'un coup, on ne peut pas abaisser les LDL davantage. Tout d'un coup, il y a d'autres choses qui se passent. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec les triglycérides, puis on va voir si on est capable de faire une différence. Donc, il y a un risque relié au LDL. Les statines font bien leur travail, mais en bleu, il persiste toujours un risque qui persiste. D'où les triglycérides, la génétique et d'autres facteurs aussi. Donc, même si un patient prend une statine, ce n'est pas un risque zéro. On ne peut pas prévoir qu'il ne fera pas d'infarctus ou d'AVC. C'est une réduction de risque, mais il y a toujours un risque qui persiste. Donc, on a regardé les triglycérides, on les a revisités, puis on a changé la façon d'approcher les triglycérides en disséquant, si on veut, les fameuses huiles de poisson. Parce que je vous rappelle que les triglycérides, ça commence ici, hein? Les grosses particules qui sont moins denses, kilomicrons, VLDL, HDL, ça aussi, c'est hétérogénique. Le HDL est très dense, lui, il nettoie. Mais toutes les molécules ici, qu'on appelle le non-HDL, du kilomicron et LDL, peuvent causer des blocages aussi. Et tout ça fait en sorte qu'au début, il y a plus de triglycérides, puis éventuellement, il y a plus de cholestérol. Fait qu'on s'est dit, si on attaque ces lipoprotéines-là qui sont riches en triglycérides, est-ce qu'on peut faire une différence dans la vie de nos patients? Parce qu'à date, ce n'était pas très, très intéressant. Fibrate, pas d'impact. Niacine, pas d'impact. Et même les études qui ont été faites sur les oméga 3, les huiles de krill, l'huile de poisson, pas beaucoup d'études positives non plus. Donc, si on regarde tout ça, les premières études sur les oméga 3, qui contiennent 2 chaînes, EPA et DHA, puis on va y revenir, n'ont pas démontré de bienfaits cardiovasculaires significatifs. C'est décevant parce que les patients aiment ça, les produits naturels. La statine aussi, c'est un produit naturel. C'est juste qu'elle est recombinée par le génie biomédical.
Mais les gens mettent ça, les oméga-3, en disant, moi, je prends les oméga-3, ça, je vais vivre plus longtemps. Si on regarde les études ici, c'est à peu près aussi bon qu'un placebo. Mais il faut disséquer les huiles de poisson. Parce que si quelqu'un prend les huiles de poisson du commerce, il y a de l'oméga-3 puis de l'oméga-6. Le 3 est bon, le 6 n'est pas bon. Je vais vous montrer. Dans l'huile de poisson, ce qui est bon, c'est l'oméga-3, mais il y a du DHA et EPA. DHA ne fait pas grand-chose, mais EPA est bon. Donc, on a fait des études d'EPA, puis là, on est allé plus loin. On a créé cette molécule-là qui s'appelle l'icosapent-éthyle, qui est une forme unique d'EPA, donc plus purifiée, plus concentrée, et c'est avec celle-là qu'on a fait l'étude Reduce It. Donc, on part d'une huile de poisson avec du bon, du mauvais. On prend le bon dans l'oméga-3, il y a une chaîne qui ne nous sert pas, une autre. On purifie cette chaîne-là et on fait l'étude Reduce It avec des résultats quand même assez spectaculaires. Donc, si vous prenez des huiles de poisson oméga-6, oméga-3, ben, l'oméga-3 à côté vous aide, il est anti-inflammatoire. L'oméga-6 est pro-inflammatoire. Donc, tout ça pour dire que ça s'annule. Donc, manger du poisson, c'est bon, c'est naturel. Vous allez quand même avoir du oméga-3, mais manger du saumon tous les soirs ne va pas nécessairement réduire votre risque d'infarctus parce qu'il y a un équilibre, si on veut, entre le pro et l'anti-inflammatoire. Mais un avantage au poisson, c'est que c'est beaucoup moins riche en cholestérol et il y a d'autres particularités au niveau des protéines qui vous aident aussi. L'oméga-3, c'est bon. Il y a deux chaînes. DHA, qui ne fait pas grand-chose. EPA, qui est probablement la chaîne qui réduit le risque. Et là, avec l'acide, avec l'icosapent-éthyle, l'IPE, ben on l'a purifié et on a vraiment créé cette nouvelle molécule-là. Fait qu'on part du poisson, on part des omégas, on s'en va dans le 3, on le sépare en deux chaînes et on purifie la chaîne EPA. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas une huile de poisson. Une huile de poisson va contenir des gras saturés, d'autres gras, un petit peu d'EPA. Dans l'IPE, 96% dérivés d'EPA, seulement 3% d'acide gras. Donc, c'est ça la différence, c'est qu'on a créé une molécule qu'on a purifiée avec un métabolite qui est spécifique qui s'appelle l'icosapent-éthyle. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'étude Reduce It? C'est une étude qui a été présentée l'an dernier. Donc, il y avait des patients, deux strates. La prévention secondaire, vous vous souvenez, la première patiente qui a fait un infarctus, et le primaire, le patient avec diabète facteur de risque. Ces patients-là avaient un triglycéride pas si élevé que ça, entre 1,5 et 5,6. Puis regardez les LDL, entre 1,06 et 2,5. Fait que vraiment pas un taux de LDL très élevé. Triglycérides un peu élevés, on les aime plus bas, mais pas énormes non plus. On n'avait pas des patients qui avaient 10 ou 20 triglycérides. Et on a recherché des événements significatifs sur le plan décès cardiaque, décès total, AVC, infarctus, etc., puis plein de sous-effets pour voir aussi. Donc, si on regarde les deux groupes, 2,4 des triglycérides, HDL pas très élevé, pas indétectable, mais regardez les LDL, 1,9 à 1,97. N'oubliez pas que ces patients-là étaient sous statine la majorité du temps. Donc, il était à cible pour le LDL, mais on sait qu'il y avait un risque qui était encore là. Et là, on s'est dit, dans ce groupe-là, bien traité, qu'est-ce qui arrive si j'ajoute l'IPE? Est-ce qu'on est capable de faire une différence? Et les résultats ont été assez spectaculaires. Sur le critère d'évaluation, 25% de risque réduction, 21 patients seulement à traiter pour réduire l'événement. Et si on regarde tous les événements, c'était positif de tous les côtés. Le décès cardiovasculaire, la combinaison mortalité-infarctus, la revascularisation, etc. La seule chose qu'on n'a pas atteint, c'est la mortalité toute cause, mais tout le reste était hautement significatif. Donc, 25% pour le global, mais si on regarde les infarctus, l'AVC, les décès cardiaques, on voit quand même une importante réduction qui varie de 20 à 31%. Donc ça veut dire que parce qu'un risque persiste, si on va au-delà du LDL, on est capable
de faire une différence et d'améliorer le pronostic et les événements chez nos patients à risque. Donc, une patiente comme celle-là ici, qui est déjà à cible, mais qui a un triglycéride, vous auriez la possibilité d'encourager le changement de comportement et de considérer la médication, puisqu'elle peut réduire, vous savez, les événements. Même chose chez un patient diabétique ici. LDL un peu plus élevé, il est quand même sur une statine à 10, donc j'aurais peut-être tendance à maximiser la statine pour arriver au moins à 2, mais le triglycéride ne baissera pas, lui. Donc, c'est sûr que je vais toujours encourager le changement de comportement, perte de poids de 5-10 %, activité physique, mais j'ai quand même quelque chose à lui offrir pour réduire le risque. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde parce que la molécule que je vous parle n'est pas donnée. Elle s'appelle Vascepa. Elle coûte 7 par jour. Elle n'est pas sur le régime provincial, mais elle est couverte par les assurances privées. Donc, c'est une question de discussion avec les patients. Donc, si on regarde l'icosapent éthyle, l'IPE, donc encore une fois, on voit les différences entre les huiles de poisson, surtout les oméga 3. Santé Canada l'a approuvé. C'est 2 capsules de 1 gramme 2 fois par jour. Puis ça a l'air que ça ne goûte pas le poisson. Moi, je n'ai pas goûté, là, mais les huiles de poisson goûtent le poisson, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'icosapent éthyle. Donc, c'est ça que je voulais discuter avec vous ce soir sur l'importance de dire, ben, si vous avez des patients à très haut risque, même si vous avez atteint la cible, vous savez que le risque persiste, vous avez un outil supplémentaire pour aider le patient, puis ça vaut la peine d'en discuter. Alors, si on résume, le LDL, c'est ce qui est le plus important et la cible est selon les facteurs de risque. Qui vous allez traiter et à quel niveau vous allez aller. On a parlé de la cible inférieure à 2,0 puis la baisse de 50 %. Les statines sont les seuls médicaments qui diminuent la mortalité. Avec l'IPE, on s'aperçoit qu'on diminue également la mortalité cardiovasculaire, mais en jouant sur une autre facette qui n'est pas sur le LDL. Les autres options diminuent le risque d'événement. Donc, vous avez accès à l'ézetimibe, au Lodalis, Colésévalam, vous avez accès aux anticorps monoclonaux. Et maintenant, vous avez un autre produit disponible qui vous permet à ce moment-là de jouer sur le métabolisme des triglycérides puis d'essayer de faire une différence dans la vie de vos patients. Et finalement, ben, c'est un retour des triglycérides. Hein. On savait que c'était un risque pour le patient, mais jusqu'à tout récemment, on n'a pas eu d'impact jusqu'à ce qu'on voit la molécule qui joue vraiment sur l'abaissement des triglycérides et on voit que ça a un impact chez les patients à haut risque. On ne parle pas ici de prévenir les pancréatites chez les patients qui ont des triglycérides très élevés et on ne pense pas d'utiliser en prévention primaire non plus. Donc, ce n'est pas ça le but. On est vraiment dans une population de gens à cible qui sont assez niches, hein, diabète, facteur de risque, maladies vasculaires documentées et pour lequel abaisser les triglycérides a eu un impact significatif chez ces patients-là. Donc, n'hésitez pas, hein, quand vous voyez un patient comme ça, puis vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Vous avez abaissé le LDL, mais il y a tellement d'histoires familiales graves, il y a tellement de facteurs de risque. Vous savez qu'il va se taper un infarctus dans les 5 prochaines années. Là, vous avez un outil supplémentaire à ce moment-là pour aider votre patient. Donc, c'est ce que je voulais discuter avec vous ce soir. Donc, c'est parfait. Je voulais faire ça en 45 minutes pour m'assurer qu'il y avait du temps pour les questions. Donc, je vais, pour la période de questions, je vais avoir 2 choses. Je vais utiliser le chat. Donc, il y a déjà des questions qui sont rentrées ici. Donc, vous allez pouvoir taper vos questions. Et par la suite, s'il y en a qui préfèrent ouvrir leur micro, vous pouvez également poser la question. Donc, je vais commencer par la question de Marc-Claude ici. Quelles sont les cibles visées pour prévention primaire chez un patient qui mérite une statine? Est-ce que c'est les mêmes qu'en prévention secondaire? À quelle fréquence? Oui, en fait, vous vous souvenez avant, il y avait des cibles qu'on disait LDL en bas de 5, en bas de 3,5, en bas de 2. Maintenant, on a simplifié ça. Même en prévention primaire, la règle qu'on utilise, c'est la diminution de 50 %. Donc, à ce moment-là, très souvent, le 50 % correspond à en bas de 2. Est-ce que j'utilise le 50 % ou le 2? Bien, en fait, pour moi, plus le LDL est bas, plus c'est pratique. J'ai tendance à pousser vraiment en bas de 2. Par contre, ce que je fais, c'est que je n'arrête pas. Si mon patient est à haut risque et est déjà à cible,
je n'hésiterai pas à prescrire une statine à ce moment-là. Donc les cibles, c'est facile. 50% ou LDL en bas de 2, peu importe la catégorie. Est-ce qu'à la fréquence, on doit surveiller? Ben, en fait, souvent, quand on atteint nos cibles, puis on reste sur un médicament, on reste. On n'a pas besoin de vérifier le cholestérol de façon. Fait que ça peut être de façon annuelle. Est-ce qu'on doit faire les enzymes hépatiques, les enzymes musculaires? La réponse est non aussi. Il n'y a pas d'indication formelle. Je suis d'accord que lorsqu'on augmente un agent ou qu'on le débute, puis on veut être prudent, on peut vérifier les enzymes hépatiques. C'est très rare à l'hépatite médicamenteuse, mais lorsque le patient il est à cible, on n'a pas besoin de faire des bilans sérieux très fréquemment. Donc, pour la question de Daniel, une fois la cible atteinte, doit-on continuer à faire des bilans? La réponse est non. Je le fais de façon annuelle. Fait que si je vois mes patients avec le diabète, puis que ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'A1C, je ne vais pas nécessairement répéter le LDL. À moins que vous n'êtes pas sûr si le patient prend ses médicaments, parce que c'est sûr que si le LDL a doublé, je sais que la statine est enlevée, mais s'il est toujours dessus, on n'a pas besoin de faire un bilan à ce moment-là. Est-ce que le Vascepa est bien toléré? Quels sont les effets secondaires? Oui, c'est une médication qui est bien tolérée. Effets secondaires très minimes. Hein? Dans les études, il y avait démontré que le risque de saignement pouvait être augmenté, mais ce n'était pas un risque qui était significatif. C'est simplement que la molécule a un effet antithrombose. Donc, ce n'était pas significatif, ça peut arriver. Ils ont vu également un nombre non significatif de fibrillation auriculaire. Ça, ils ne se l'expliquent pas. Ce n'était pas significatif non plus. En général, les bénéfices sont supérieurs aux risques. Il n'y a pas de myalgie comme il y aurait avec les statines. Et de mon expérience, les patients l'ont bien toléré. Je n'ai pas personne qui l'a arrêté à ce niveau-là. Si un patient a beaucoup changé ses habitudes de vie, perdu du poids, peut-on envisager cesser le traitement? Ben, je dirais que ça dépend des facteurs de risque. Euh, Même un patient, puis encore une fois, les patients vont essayer de négocier. Ils vont vous dire, moi, je vais tout changer ma diète, je vais devenir végétarien. Un patient qui mange de la viande puis qui devient végétarien va baisser son LDL de 20-25 %. Est-ce que c'est suffisant pour moi? Pas sûr si je vise 50 %, si je vise plus bas. Donc, à la limite, je dirais, si un patient était vraiment pas haut, il était à 2,4, puis là, il est rendu à 1,8, puis il appartient à la catégorie modérée, oui, absolument. Mais chez les patients à très haut risque, on sait qu'il n'y a pas juste le LDL. Alors, je serais un petit peu inquiet d'arrêter la statine. Je préfère garder mon LDL bas et me concentrer à ce moment-là sur d'autres facteurs de risque. C'est la même question que les patients disent, maintenant que j'ai atteint ma cible dans un C, est-ce que je peux arrêter ma pilule? Ben, vous pouvez si vous avez modifié beaucoup le non-pharmaco. Puis le patient va vous dire souvent, ben, mon cholestérol est bon, est-ce que je peux arrêter ma statine maintenant? Il faut leur rappeler qu'il est bon à cause de la statine. Et que si la statine baisse de 50 ben, dès que vous allez l'arrêter, il va monter de 50 Fait que je pense que le patient, parfois, ne réalise pas qu'une maladie chronique, pas guérissable, et que le traitement, il est à vie. Donc, je vais leur dire, c'est la même chose en traitement de l'obésité. Hein. Les gens disent, ah, je vais prendre ce médicament-là pour perdre du poids, puis ça, je vais l'arrêter, mais vous allez tout gagner le poids. Donc, dans la gestion des maladies chroniques, ce qu'on dit, c'est grâce à ça, on est capable de vous donner une espérance de vie à peu près normale, mais votre rôle, c'est vraiment de suivre les recommandations puis de prendre les agents. Donc, j'y crois beaucoup au non-pharmaco. Je pense que c'est essentiel pour augmenter les HDL. Ça baisse les triglycérides, ça augmente la capacité cardio-pulmonaire, mais il y a quand même, chez une population de patients à très haut risque, ça vaut la peine d'être plus agressif à ce moment-là. Si l'LDL est ciblé avec la statine triglycéride, est-ce que vous achetez d'autres agents pour diminuer davantage le risque? Bien, ça pourrait être un cas de Vascepa à ce moment-là. Si mon patient est diabétique, coronarien, il est à cible, mais que je vois que ses triglycérides sont augmentés, bien, je n'irai pas fibrate. Ça serait exactement le candidat pour le Vascepa ici, qui nous permettrait à ce moment-là d'attaquer les triglycérides et de diminuer le risque d'événements et de mortalité. Quelles sont les causes qui augmentent les triglycérides, diabète et antécédents familiaux? Oui, effectivement, l'hypertriglycérie familiale. Je dirais les mauvaises habitudes de vie. Une diète très sucrée, évidemment, le junk food, le fast food, tout ça augmente les triglycérides. Trop de triglycérides, ça s'accumule, peut donner des pancréatites. Donc, la famille, oui. Le diabète, oui.
ce qu'on appelle le fameux syndrome métabolique aussi. Fait que beaucoup des triglycérides augmentés, c'est en partie relié à une mauvaise diète. Mais tout le monde cherche la diète miracle qui va nettoyer les LDL, les triglycérides. Malheureusement, c'est un peu décevant parce qu'on n'en a pas énormément. On dit aux gens manger du poisson, aller plus méditerranéen. Il y a des effets LDL, il y a des effets triglycérides. Mais si on compare à la force des statines, on n'aura jamais les mêmes évidences qu'on a avec la médication. Patient quand il devient à risque modéré, valeur de lipides. Ben, la question d'âge est importante, puis je vais montrer un petit peu, si vous trouvez du tableau aussi. Dans Framingham, on utilise beaucoup l'âge. Et puis, dans l'histoire familiale, on utilise l'âge aussi là-dessus. Donc, je n'utilise pas vraiment l'âge pour établir les valeurs de lipides. Moi, je fais l'accumulation des facteurs de risque, puis je regarde le jugement clinique. Est-ce que mon patient est à risque faible, élevé ou modéré? Puis je vais traiter le modéré puis le élevé simplement. Je peux me tromper. Je peux traiter trop de patients, mais je ne m'arrête pas nécessairement au facteur âge spécifiquement. Je regarde l'accumulation des facteurs de risque pour mon choix. Si on doit commencer parce qu'il faut tester les lipides à jeun, ben, la vraie réponse, c'est que les triglycérides sont mieux d'être traités à jeun, mais dans l'étude Reduce-It, il y avait des triglycérides entre 1,7 et 5,6. Je vous dirais, ça ne fait pas une énorme différence. Par contre, pour l'assurance, il faudrait peut-être le savoir, eux. En fait, c'est plus l'inverse, hein, parce que si vous le faites à jeun, votre triglycéride va être plus bas, puis l'assurance ne le couvrira peut-être pas. Donc, tout dépend comment vous voulez négocier la chose. Mais je vous dirais que pour le LDL, le non-HDL, on n'a pas besoin de faire à jeun. Le jeun, c'est vraiment les triglycérides. Mais si vous le faites à jeun, puis tout d'un coup, les triglycérides sont tout à fait normales, bien, vous allez peut-être vous passer d'un traitement que vous aimeriez prescrire à ce moment-là. Encore une fois, c'est vraiment votre jugement clinique. Un patient à risque bas, doit-on le traiter à 60? OK, parfait. Luc disait, il y a 55 ans, est-ce qu'il est à risque bas? Est-ce que je vais le traiter? La réponse est non. Il n'y a pas de critères sur l'âge. S'il est à risque bas à 55 ans, puis à 65 ans, il est encore à risque bas, il n'y en a pas besoin de statine. Donc, ce n'est pas une question d'âge à ce moment-là. Avant, c'était différent. Mais si le patient n'a pas une accumulation de facteurs de risque, ça ne devrait pas changer à 65 ans. Une adolescente avec hypercholestérémie familiale, quel âge doit-on débuter un traitement? En fait, les lignes directrices parlent aussitôt que l'âge adulte. Donc, ça pourrait être à 18 ans. Bon, les statines chez les adolescents n'ont pas été étudiées. Par contre, dans toutes les études familiales, on avait des patients de 18 ans. Donc, moi, je dirais qu'à 18 ans, on le ferait. Puis la cible, c'est une réduction de 50 %. Donc, pour ces patients-là, puis j'en vois des militaires des fois à 24 ans, 25 ans, avec des LDL à 6, je diminue de 50 %. Crestor 20, Lipitor 40, ils se tolèrent bien en général. Ce pas des patients qui ont beaucoup de myalgie. Wow, vous m'avez surpris avec vos questions, c'est fantastique. Ça a rentré. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser une question verbalement? Des fois, il y en a qui parlent plus vite, qui tapent, donc n'hésitez pas. Je pense que Géraldine va ouvrir les micros. En passant, je vous rappelle que le prochain webinaire, on change de sujet complètement. C'est le Dr Charles-Antoine Brault qui se spécialise dans la toxicomanie, qui va parler des dépendances en 2021, notamment l'opiacé, alcool et les traitements. Donc, on vous invite le 24 février à 19 h et c'est Dr Brault qui va donner la conférence. Donc, je vous rappelle que la conférence est accréditée. Géraldine va vous envoyer les formulaires d'évaluation. Elle va vous envoyer votre certificat de participation, crédit qui est offert aux médecins de famille et aux spécialistes pour votre participation au webinaire ce soir. Donc, je vais retourner au chat. Je ne pense pas qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ma présentation va être disponible également aussi en format PDF. Donc, vous allez pouvoir, à tête reposée, relire des diapos qui vous ont peut-être plus intéressé. Et puis, je vous dis encore une fois, lâchez pas, hein, vous faites un excellent travail. Puis, on va être toujours là pour vous aider, nous, les spécialistes en médecine interne. Donc, quand vous avez des patients avec des drôles de lipides ou des intolérances ou des cas tellement avec facteurs de risque, on va vous aider aussi. Et puis, je vais envoyer mon PDF à Géraldine, puis elle va se faire plaisir de le partager avec ceux qui le veulent.
Donc, Géraldine, il n'y a pas d'autre chose? Je ne pense pas que voulez-vous ajouter quelque chose ou tout est beau? Non, tout est beau, merci. Parfait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais transmettre mes diapos à Géraldine, puis ceux qui les veulent, lorsque vous allez soumettre votre rapport d'évaluation, on va vous donner 2 cadeaux, mes diapos, et puis on va vous donner le certificat de participation. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée.